Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce Campfire Chat, cette conversation autour du feu de camp organisée par l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat, sur l'élimination du dioxyde de carbone à grande échelle et les objectifs de développement durable que l'on appellera ODD, que l'on appelle ODD. Nous avons trois invités qui vont partager leurs expériences et qui vont surtout exposer leurs différents points de vue sur ces questions. Je vais leur demander dans quelques instants de se présenter. Le but de notre discussion autour de ce feu de camp virtuel est d'avoir donc une discussion sur ces questions. Il ne s'agit pas de faire de grands discours ni de faire une présentation par diapositive, mais chaque exposant, chaque intervenant va présenter son point de vue sur ces questions. Ensuite, nous aurons un débat ouvert entre nous, puis nous passerons à une session de questions-réponses pour répondre aux questions du public. Je suis Jadous Pasteur, directeur exécutif de l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat, la C2G. Je suis à ce poste depuis 2016, date de la création de l'initiative. Auparavant, j'ai travaillé aux Nations Unies pendant de nombreuses années. Mon dernier poste était celui de secrétaire adjoint au changement climatique et j'ai travaillé dans les négociations qui ont conduit à l'accord de Paris qui vient de célébrer son anniversaire. J'ai également travaillé dans d'autres organismes des Nations Unies et de la société civile. Je pourrais citer le programme des Nations Unies pour l'environnement, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ou WWF. C'est-à-dire que je travaille depuis 40 ans dans le changement climatique et sans trop de résultats car il reste beaucoup de choses à accomplir en la matière. Pourquoi nous organisons ce genre de discussion comme aujourd'hui pour apporter notre contribution. Je vais demander à Jennifer Wilcock de bien vouloir se présenter. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être avec vous pour avoir cette conversation ce matin. Enfin, c'est le matin pour moi. Je suis chercheur senior à l'Institut de ressources mondiales où j'ai été à la tête du programme de changement climatique. Je travaille aussi comme professeur à l'Université de Pennsylvanie dans le domaine de la géoingénierie et des politiques énergétiques. Je suis spécialisée dans le captage de carbone depuis un point de vue technique car je suis ingénieur chimique de formation et j'ai étudié différentes approches pour séparer le carbone, c'est-à-dire pour les processus de décarbonation et d'élimination directe du carbone de l'atmosphère. Et je suis engagée dans une série d'études sur l'utilisation de produits chimiques et de minéraux et de la façon de trouver un équilibre entre les différentes ressources disponibles. J'étudie la biomasse, la terre, les ressources hydriques et la façon d'établir des priorités en fonction des différentes stratégies et que pour qu'on ne soit pas simplement d'éliminer du CO2 de l'atmosphère, mais aussi pour procéder à une rapide décarbonation. Yuba. Merci beaucoup et bon après-midi car je suis à Genève et ici c'est l'après-midi. Je suis Yuba Sokona, j'ai différents postes aux fonctions. D'un côté je suis vice-président du GIEC mais aujourd'hui je m'exprime en mon nom propre et non pas, je ne représente aucune organisation en particulier. J'ai consacré toute ma carrière professionnelle au développement en Afrique depuis différents angles et points de vue et à travers l'énergie, à travers aussi différentes questions d'environnement comme la désertification ou les changements climatiques. Je travaille aussi dans différentes universités, dans des organisations non gouvernementales, intergouvernementales et aux Nations Unies. Je suis dans le Centre de politique climatique africain pour aider les différents pays à concevoir des politiques sur des questions climatiques et je suis très heureuse de participer à cette conversation aujourd'hui. Merci beaucoup, Yuba. Maintenant, je vais demander à Martine de bien vouloir se présenter. Merci beaucoup. Je suis Martine Fricks. Je suis actuellement
le adjoint de l'envoyé spécial du secrétaire général pour le sommet sur les systèmes alimentaires qui se célébrera en septembre 2021. Je pourrais revenir sur ce sujet tout à l'heure. Je suis diplomate spécialisée en droits humains. J'ai commencé à m'engager dans des questions de changement climatique à Genève en 2007 au sein du Conseil des droits humains lorsque les Maldives ont proposé la première résolution qui a été approuvée sur les changements climatiques. Depuis lors, je me suis engagée dans une courbe d'apprentissage très prononcée sur la façon, sur le visage humain du changement climatique, sur les sujets qui sont liés à la justice climatique et sur les solutions que l'on peut trouver pour lutter contre les changements climatiques, sur la relation qui existe avec les ODD et comment cela affecte l'utilisation des terres et surtout les systèmes alimentaires. Merci Martine et merci à vous trois pour participer à cette activité. Je suis convaincue que nous allons avoir une conversation très intéressante donc avec vous tous qui avez des trajectoires et des expériences très différentes. Quelques mots d'abord sur l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat, la C2G. Nous sommes une petite initiative financée par des fondations, par une fondation et 16 personnes y travaillent à distance sur 4 continents et nous fonctionnions déjà ici avant la Covid. Et nous avons pour mission d'encourager la création d'une gouvernance efficace pour les approches de modification du climat, à savoir l'élimination du CO2 à grande échelle et la modification du rayonnement solaire. C'est très important de dire clairement que nous sommes impartiaux quant à l'utilisation ou la non-utilisation de ces techniques ou approches. Et c'est pourquoi nous voulons impliquer différentes parties prenantes et apporter de l'information impartiale sur ces techniques. Une partie fondamentale de nos stratégies est d'encourager l'apprentissage à travers des conversations comme celle que nous allons avoir aujourd'hui autour de ce feu de camp virtuel. Le but de cette série d'activités, de discussions donc autour du feu de camp que nous avons déjà organisé et de l'activité d'aujourd'hui est de montrer toute la gamme des points de vue qui existent en fonction des invités qui participent. Il est clair que sur certains sujets, les positions sont très différentes et sont multiples et qu'il est difficile de représenter tous ces points de vue dans une seule activité donnée, mais nous nous efforçons pour que chacune de nos sessions ait une grande diversité en termes de distribution géographique, de genre et autres, qu'il y ait donc la plus grande diversité possible. Et il est vrai que ce n'est pas toujours possible dans chacune de nos discussions autour du feu de camp, mais d'une façon générale, nous avons engagé une cinquantaine d'experts qui viennent d'endroits très différents et je pense que nous représentons bien dans nos activités la diversité existante. Comme je le disais, cette activité n'a pour but d'arriver à une conclusion ni de nous convaincre les uns les autres, mais de comprendre les différents points de vue que l'on peut avoir sur ces questions. Donc, nous remercions Yuba, Jennifer et Martin pour nous expliquer comment ils voient, eux, ces questions et bien entendu ce qu'ils vont dire est leur point de vue et pas nécessairement celui de C2G. Pour parler du contexte dans lequel s'inscrit cette conversation, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet car c'est un sujet fort connu, mais je crois qu'il est important de nous rappeler que nous sommes plongés dans une crise climatique. Nous sommes plus ou moins à un peu plus d'1 degré de réchauffement planétaire et il y a de grandes vagues de chaleur dans l'Arctique, des grands incendies, des épisodes de chaleur extrême dans différentes régions du monde, c'est-à-dire que les conséquences se font déjà sentir. Le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement climatique à 1,5 degré disait bien clairement que les pays doivent miser sur la réduction drastique et très rapide des émissions et même si l'on réduisait massivement les émissions, il faudrait peut-être, le monde aurait quand même besoin d'avoir recours à l'élimination du CO2 et peut-être même de façon importante en fonction de la rapidité avec laquelle nous réduisons les émissions. Il y
y a par ailleurs des émissions qui sont difficiles de réduire et ensuite nous devrions éliminer du carbone de l'atmosphère pour entrer dans un territoire d'émissions négatives nettes. Quoi qu'il en soit, nous n'en sommes pas encore dans cette accélération de la réduction des émissions, bien qu'il y ait toute une série de programmes à moyen et court terme qui ne reflètent pas cette ambition. Et c'est pourquoi certaines personnes prétendent qu'en plus de la réduction des émissions et de l'élimination du CO2, il faudra peut-être avoir recours à la modification du rayonnement solaire, mais ceci est un sujet que nous n'allons pas aborder dans la conversation d'aujourd'hui. Ces objectifs d'un niveau d'émissions net zéro et les engagements acquis dans différents pays et agents non étatiques donne un élan à ces discussions et à ces délibérations, car elles demandent des activités d'élimination du CO2 jusqu'à un certain point pour compenser les émissions qui sont difficiles à réduire et en définitive pour passer à un territoire d'émissions négatives. Nous ne pouvons pas oublier qu'au-delà de 2050, la vie continue et que donc les décisions qui sont prises aujourd'hui se concrétiseront elles aussi au-delà de cette date. Il y a des solutions fondées sur la nature, technologiques, hybrides. Il faut voir quels sont les besoins qu'a chaque communauté. Ce sont le type de questions qu'il faut se poser. Par ailleurs, il y a les objectifs de développement durable, les ODD. Toutes les techniques qui sont envisagées ont des conséquences sur les ODD, parfois de façon positive et parfois de manière négative. Mais quoi qu'il en soit, elles ont des conséquences sur les ODD dont le délai est fixé à 2030, mais qui probablement seront remplacés par un système similaire sur lequel les gouvernements se mettront d'accord le moment voulu. D'ailleurs, il y a un article que nous avons commandé dernièrement et qui a étudié cette question avec plus de détails et qui a été publié de façon commerciale. Donc ce sont des questions particulièrement importantes qui nous conduisent également à la question de la gouvernance. Quelles sont les difficultés principales, les lacunes, comment impliquer des agents non étatiques, comment fonctionner dans des cadres intergouvernementaux pour aborder ces questions et surtout comment cette question est-elle liée à différents cadres de gouvernance comme par exemple la Convention cadre des Nations Unies, le sommet sur les systèmes alimentaires et autres. Il est clair que pendant cette conversation autour du feu de camp, nous n'allons pas aborder toutes ces questions, mais j'espère que nous allons pouvoir faire une contribution dans l'un de ces domaines. Comment va fonctionner l'activité d'aujourd'hui? Comme je l'ai dit, je vais d'abord demander à nos intervenants de faire, de faire un exposé initial à partir d'une question que je vais leur poser. Ils vont répondre en 2-3 minutes et à partir de là, nous entamerons un débat donc, entre nos invités et autour de ce feu de camp virtuel. Et pendant ce temps-là, le public peut penser aux questions qu'il veut envoyer et il peut donc les formuler dans la section de questions-réponses de l'application Zoom. Et il y a également la possibilité de voter pour les questions en appuyant sur l'icône j'aime. Et plus une question aura reçu de votes, plus elle sera susceptible d'être traitée. Et ceci est très utile au cas où il y aurait beaucoup de questions de la part du public. Donc, vous avez une fonction de chat que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez, mais nous ne la regarderons pas pour les questions envoyées par le public. Les questions donc de la section de questions-réponses, s'il vous plaît. Et nous avons plus ou moins du 40 minutes pour répondre aux questions. Nous allons commencer. Je vais demander à nos invités de répondre à une question que je vais leur poser. Je commence avec Jennifer. Pourriez-vous nous donner des informations pour contextualiser les différentes approches d'élimination du CO2 et des défis de gouvernance qui se rapportent à chacune de ces approches?
Merci beaucoup, oui, avec plaisir. Comme l'a dit Janus dans l'introduction, il y a deux types de solutions fondamentales, les technologiques et celles qui sont fondées sur la nature. Les approches fondées sur la nature comportent le boisement et le reboisement, c'est-à-dire de planter des arbres. Le boisement, c'est planter des arbres dans des terres où il n'y en avait pas. Et il y a également le reboisement. Et ce sont des activités qui visent à améliorer l'élimination du carbone et leur rétention dans le sol. Il y a également l'amélioration de la gestion des forêts. Pour ce qui est des solutions technologiques, on a par exemple le captage direct du carbone de l'air qui utilise des substances chimiques pour produire des réactions pour éliminer du CO2 de l'atmosphère. Mais le captage direct de l'air du carbone n'est pas fondé sur des processus biologiques pour le captage et le stockage et doit s'accompagner d'un système de stockage adéquat. Par ailleurs, il y a un autre ensemble d'approches qui sont entre le type technologique et le type de fondé sur la nature. La bioénergie avec captage et stockage de carbone, dite BECS, est ce à quoi je fais référence. C'est-à-dire que nous avons des résidus de biomasse que l'on peut utiliser pour générer de l'énergie et de l'électricité, mais également ça peut être la gazéification de la biomasse pour la production d'hydrogène. En le faisant, on capte et on stocke du CO2 qui provient de ce processus et donc on produit de l'hydrogène et on produit des matières premières qui peuvent être utilisées pour générer de l'énergie ou comme combustible. Et dans ce cas, cette approche est entre la technologique et celle fondée sur la nature. La minéralisation entre également dans les approches et elle consiste à utiliser des minéraux qui sont dans la corce terrestre comme du calcium ou du magnésium pour étudier de quelle façon accélérée on peut provoquer des réactions entre ces minéraux et le CO2. Ce que nous faisons dans notre groupe d'études est simplement de comprendre les processus, n'est pas seulement de comprendre les processus naturels, mais nous étudions également des activités comme les activités minières, des mines abandonnées d'amiante par exemple, pour voir quelles opportunités nous avons de les utiliser pour créer des réactions avec du CO2 avec un peu d'ingénierie afin de pouvoir créer des conséquences générales sur le climat. Il est clair que ces approches s'accompagnent de nombreux détails et de nombreuses nuances. Il y a aussi des approches océaniques qui modifient l'alcalinité des océans. Et l'un des grands défis, c'est que nous devons appliquer ces technologies à une échelle de gigatonnes de carbone. Par ailleurs, l'élimination du CO2 est fondamentalement à une ressource pour compenser des émissions qui sont difficiles de réduire ou d'éviter. Et nous devons vraiment voir que le décès ne doit pas être une excuse pour continuer à émettre au même rythme que nous le faisons actuellement, c'est-à-dire qu'il faut miser sur la décarbonation de façon drastique et il faut être conscient du fait que certaines des ressources nécessaires pour la décarbonation à grande échelle pour les gigatonnes sont les mêmes qu'il faut pour l'élimination du CO2. Il faut voir quelles conditions préalables il faut en termes de sol, d'eau, de différentes ressources. Par exemple, pour la biomasse, il faut voir combien de résidus il y a, quelle est la meilleure géologie pour le stockage, pour la séquestration du CO2, où est-ce que ça peut être stocké de façon la plus efficace. Et ceci est fondamental lorsque l'on applique la BECS, par exemple, ou le captage direct de l'air. C'est-à-dire que les ressources sont limitées et que donc il faut établir des priorités entre les différentes stratégies que nous souhaitons appliquer et il n'y a pas de réponse très claire. Nous ne devons pas nous embarquer dans une stratégie de concurrence. J'espère que nous n'allons pas arriver à cette situation. Donc voilà, c'est ce que je pouvais dire sur les difficultés principales qui entourent ce type d'approche. Merci beaucoup, Jennifer. Une question. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
sur ces types d'approches différentes, soient-elles fondées sur la nature ou technologiques, et sur le fait qu'elles stockent le carbone de façon différente et avec des horizons temporels différents. Quels sont les défis en termes de gouvernance? Oui, la durée du stockage est bien entendu un élément fondamental, tout comme le sont les coûts et la gamme des coûts que l'on retrouve lorsque l'on compare les solutions fondées sur la nature et les approches technologiques. Les approches technologiques comme le captage direct de l'air sont chères, mais quand elles s'accompagnent d'un captage et d'un stockage de carbone géologique à grande échelle, et finalement elle est efficace. Imaginons une forêt. Dans une forêt, nous ne savons pas exactement combien de temps le carbone va être stocké. Et regardez ce qui est arrivé en Californie avec tous les feux ou en Australie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre quel est le coût que suppose de maintenir et de bien gérer une forêt pour qu'elle ne soit pas susceptible d'être exposée à ce type de phénomène qui peut inverser le captage de carbone. Il faut également penser aux emplois qu'on peut créer. Donc il me semble qu'on ne sait pas véritablement quel est le coût réel des solutions fondées sur la nature par rapport à l'application de différentes options technologiques, étant donné la duration du stockage. Quoi qu'il en soit, la durée du stockage est très différente. Il y a différents types, différents coûts, beaucoup de variétés en la matière. Mais je ne suis pas persuadée que les sondations fondées sur la nature soit véritablement une option qui ne soit pas chère actuellement si l'on tient compte de la dimension de la durée et de la permanence du stockage. Je suppose que nous pourrons approfondir ces sujets après, mais maintenant nous allons demander quelque chose à Yuba. Yuba, vous avez dit que vous travaillez depuis longtemps dans le développement. D'ailleurs, je vous ai connu dans les années 80 quand vous travailliez dans des questions d'énergie et de développement. Depuis lors, beaucoup de choses se sont passées. D'après votre point de vue, comment pensez-vous que l'élimination du CO2 peut avoir des conséquences sur la réalisation du développement durable et comment le développement durable peut à son tour avoir des conséquences sur l'application d'options d'élimination du CO2 dans différentes parties du monde? Et il faut que vous allumiez votre micro, Yuba. Ah oui, ben il était allumé. Bon. Eh bien, la question peut avoir l'air facile, mais en réalité, elle est très complexe. Il y a de nombreux aspects que nous avons entre les mains. Nous avons tendance à simplifier cette question, ce problème, qui en réalité est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Et le fait que nous puissions pas séparer les questions climatiques des questions de développement est une chose évidente. Si nous sommes face à un problème de développement, d'une voie de développement qui a été entreprise par une économie émergente, eh bien, nous devons tenir compte de toutes ces facettes. Nous sommes à la croisée des chemins et à ce croisement, nous devons trouver une façon de faire face et de répondre à ce sujet, mais sans le séparer, sans l'isoler, car tout est relié. Tout est relié. Donc, étudier chacun de ces éléments de façon isolée ne va servir à rien. Jennifer a parlé de différentes approches fondées sur la nature, qui peuvent être également aussi basées sur la technologie, et il faut qu'ils soient appliqués quelque part, n'est-ce pas? Car les approches n'existent pas dans le vide, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient appliquées quelque part, et donc l'endroit de l'application de ces approches est également important. Si c'est appliqué dans un environnement dans lequel le développement est un sujet critique, et tout comme peut-être la pauvreté, alors cela entrera en concurrence avec d'autres matières et d'autres sujets urgents, comme par exemple les aliments, et Martine parlera certainement de ce sujet.
Et par ailleurs, comment concevoir la façon de concevoir le développement doit être liée aussi à la question climatique. Et la façon d'aborder la question climatique aura bien entendu des conséquences sur le développement. Autrement dit, si nous pensons que le développement durable est une aspiration au niveau mondial, aussi bien pour les pays pauvres que pour les pays riches, eh bien, on peut impulser ceci en évitant le cheminement qu'ont suivi les pays industrialisés. Et pour ceci, il faut complètement changer notre façon, notre mode de vie, et d'où toutes les discussions et délibérations sur le sujet brûlant de la transition. Par ailleurs, il me paraît important que nous ne fixions pas à différentes réponses de façon isolée, car nous ne pouvons pas étudier l'élimination du CO2 d'une façon séparée d'autres des efforts drastiques d'atténuation, comme l'a dit Jennifer également. Et nous sommes dans une situation dans laquelle il est nécessaire de disposer de toute une gamme de réponses et de solutions, chacune desquelles va jouer un certain rôle, et nous devons déterminer quel est ce rôle. Mais toutes ces options, par ailleurs, vont avoir des conséquences sur la durabilité et sur le développement durable. Par exemple, dans certains pays, il y aura certaines conséquences sociales et il faut tenir compte de l'élément social de la durabilité. Et si ça arrive dans un pays riche, si ça arrive dans un pays pauvre, les conséquences vont être encore plus vastes. C'est-à-dire que nous pouvons résoudre un certain problème, mais nous pouvons finir par créer une série beaucoup plus importante de difficultés économiques, sociales et environnementales. Merci beaucoup, Yuba. Il me semble que la façon dont vous avez décrit la nature interconnectée et complexe de ces sujets est très importante et nous y reviendrons. Mais nous allons maintenant donner la parole à Martine. Martine, vous avez dit que vous travaillez maintenant pour le sommet sur les systèmes alimentaires. Et si nous regardons l'ODD 2 de fin zéro et la façon d'être relié à d'autres objectifs de développement durable, cela peut nous aider à comprendre comment motiver l'élimination du CO2 adéquate pour les systèmes alimentaires et comment veiller à ce que les objectifs en termes de carbone ne réduisent pas des objectifs plus larges, comme par exemple la sécurité des systèmes alimentaires, ce qui rejoint directement ce que Yuba vient de décrire, à savoir que l'on ne peut pas étudier ces sujets de façon cloisonnée. Merci Janus. Oui, bien entendu, c'est un sommet sur les systèmes alimentaires, ce n'est pas un sommet sur les aliments. Et c'est pourquoi il est fondamental d'avoir le contexte des ODD comme cadre d'action. Il me semble que les systèmes alimentaires illustrent très bien la situation difficile de laquelle nous nous trouvons, car nous ne pouvons pas continuer à penser de façon cloisonnée. Il y a des ministres de l'Agriculture et de l'Environnement qui parfois se sont engagés dans différents programmes de travail, des programmes distincts, et en étant axés sur les contreparties ou sur des questions dans lesquelles certains gagnent et d'autres perdent. Et ceci est arrivé pendant de nombreuses années. J'ai travaillé pendant assez longtemps dans les conférences des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il y avait des météorologues, des experts en climat, et on reconnaissait aussi qu'il fallait changer les systèmes énergétiques et de transport et autres. Et également a été mis en route un programme de reboisement, RED, mais on n'a jamais parlé, même si c'était présent, c'était des systèmes alimentaires. Pourquoi
Pourquoi les systèmes étaient présents? Parce que les systèmes agricoles sont responsables de 21-22% des émissions, mais les systèmes alimentaires incluent les résidus, les chaînes de froid, l'emballage plastique, le transport. Et si nous prenons compte de tout cela, au final, en définitive, le secteur agricole est responsable de 36-37% des émissions des gaz à effet de serre. Mais il faut tenir compte des questions fondamentales dans les systèmes alimentaires. L'AFA a publié des études dans lesquelles ils affirment que 3 milliards de personnes, c'est-à-dire pratiquement la moitié de la population mondiale, ne peut pas se permettre d'avoir un régime sain. Et nous devons étudier des aspects comme l'ingestion de calories, la nutrition, et dans la situation actuelle, la crise de la Covid, ont été mises en exergue les liens qui existent entre la nutrition et la vulnérabilité, par exemple, face à une pandémie. C'est-à-dire que les objectifs de développement durable supposent différentes difficultés. Il y a 17 ODD qui sont complètement liés les uns aux autres. Il faut étudier les liens qui existent. La production agricole économique n'est pas économique si l'on tient compte des coûts en termes de santé publique, si l'on tient compte des questions d'inégalité et surtout si l'on tient compte de l'empreinte carbone que suppose la quantité de carbone émise dans l'atmosphère en raison de changement de l'utilisation des terres, de la perte de terres cultivables, de sols. Et quoi qu'il en soit, nous voyons également qu'il y a là des opportunités très passionnantes pour créer des emplois. Il y a 2 milliards de personnes qui dépendent directement ou pas des systèmes alimentaires pour travailler, pour leur travail. En Afrique, il faut des postes, des emplois stables pour les jeunes. Donc, je pense que nous avons là l'occasion de fixer des liens entre différents programmes, développement, emploi, jeunes, séquestration de carbone, santé publique. Et il est important de restaurer les terres dégradées, non seulement pour qu'elles servent à nouveau de puits de carbone, mais aussi comme moyen d'encourager la paix et la stabilité. Car, par exemple, dans des régions comme le lac Tchad, la perte de terres cultivables est un facteur d'instabilité très souvent, c'est-à-dire que ce sommet souhaite mettre en exergue le caractère protagoniste des systèmes alimentaires, non seulement du point de vue de la production, mais également du point de vue de la consommation, pour pouvoir favoriser des changements positifs. Et c'est ainsi que nous contextualisons également l'élimination du CO2 grâce à des changements dans les pratiques agricoles, dans les modèles de production. Et également, il faut mentionner la résilience, qui est quelque chose qui doit être renforcé au fur et à mesure que les systèmes agricoles se diversifient. Et il faut également penser aux moyens d'existence car il y a tant de personnes qui dépendent de ce secteur. D'après moi, il faut appliquer une perspective plus large à toutes ces questions qui sont liées les unes aux autres. Il faut intégrer ces efforts d'élimination du carbone à grande échelle dans un programme de développement. Et il est surprenant de voir le nombre de synergies existent entre toutes ces questions et il me semble que nous ne devrions pas penser exclusivement en termes de contrepartie. Il me semble que c'est quelque chose d'obsolète. Et comme il est arrivé pendant longtemps dans la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique où on parlait d'atténuation et d'adaptation, et maintenant nous sommes conscients qu'il faut effectivement atténuation, résilience et élimination du CO2. Ce ne sont pas des dilemmes et il faut tout ceci. Et les systèmes alimentaires jouent un rôle fondamental et c'est assez économique, comme le disait Jennifer, de travailler dans ce domaine. Ce n'est pas gratuit, mais on peut obtenir des résultats rapides et d'une façon relativement accessible. Merci beaucoup, Martine. C'est intéressant de voir comme vous et Jennifer faites référence au caractère économique que peuvent avoir certaines options qui en réalité peuvent s'avérer pas aussi économiques. Et finalement, il faut contextualiser plus largement toutes ces questions. Nous en reparlerons par la suite.
Quoi qu'il en soit, ce que je voulais vous demander maintenant, c'est qu'en fonction de votre point de vue, vous avez tous dit qu'on ne peut pas étudier cette question de façon cloisonnée, qu'il faut prendre en compte beaucoup d'autres aspects et éléments. Comme vous l'avez dit, donc de façon différente. Il y a des questions systémiques, des maillons de la chaîne, et comme l'a dit Martine, il faut intégrer la question du carbone dans un programme plus large de développement. Mais comment arriver à ceci? Car maintenant nous avons un programme pour le climat, un programme pour le développement. Comment pouvons-nous les relier? Est-ce que nous avons tiré des leçons des 20 dernières années qui nous aident à avancer dans ce sens? Eh bien, je vais dire quelque chose qui va peut-être un peu provoquant, car justement, c'est la question fondamentale. On a mentionné déjà tous les aspects qui sont liés au système alimentaire qu'a décrit Martine. Dans une intervention de 3 ou 4 minutes, il a véritablement résumé une grande histoire et tout ce que nous devons prendre en compte pour atteindre nos objectifs. Si nous appliquons ce discours à l'énergie, à l'aide, eh bien, nous avons un discours très similaire car tous ces sujets sont importants. Les 17 ODD sont importants. Que se passe-t-il? Le problème, c'est que on ne voit simplement les choses qu'à travers d'un seul prisme et on ne conçoit pas le développement comme un ensemble plus complexe. C'est-à-dire que très souvent, nous regardons simplement les symptômes du développement et nous ne regardons pas le développement en tant que tel dans son ensemble. Et c'est pourquoi finalement nous travaillons d'une façon déconnectée. Et il est clair que nous nous trouvons dans un moment absolument crucial. Quand on a commencé à faire les dénogations sur le climat, on ne parlait presque uniquement d'atténuation, tout tournait autour de l'atténuation qui était ce qui est important, mais comme nous n'avons pas atténué, on a commencé à parler d'adaptation comme une ressource à laquelle il fallait avoir ressources parce qu'on n'avait pas assez atténué. Et ce problème c'est devenu de plus en plus complexe et par ailleurs, il fallait définir comment répartir des ressources financières limitées entre tous les aspects. Et non seulement nous ne sommes pas, il fallait s'adapter, mais il fallait également plus d'atténuation. Donc le problème est de plus en plus complexe car nous devons intégrer de nouveaux aspects. Et c'est comme ça que surgit le thème de l'élimination du CO2 comme l'un des éléments qu'il faut étudier. Ceci étant dit, nous ne changeons pas la façon d'aborder ces questions. Nous continuons à les percevoir et à y faire face de façon isolée, cloisonnée. Et même le mécanisme des libérations, une année avec un sommet, une autre année avec un autre sommet, une troisième année avec un troisième sommet. C'est-à-dire que ça nous aide à nous axer sur certaines questions, mais cela nous détourne de l'application d'une perspective peut-être plus complète et internationale. Jennifer, Martine, voulez-vous ajouter quelque chose à ce qu'a dit Yuba, à savoir que nous continuons à appliquer cette mentalité des comportements séparés et que même si nous intégrons l'élimination du CO2 dans un autre compartiment, cela reste un autre compartiment séparé. Eh bien, c'est une question très épineuse parce que les personnes sont très à l'aise dans leur comportement et il est beaucoup plus difficile d'entamer un débat, une conversation plus vaste. Dans le sommet sur les systèmes alimentaires, nous essayons quelque chose de nouveau qui est d'inviter les 197 pays membres des Nations Unies à organiser dans leurs pays respectifs des dialogues sur les systèmes alimentaires afin de pouvoir impliquer toute la société dans ces délibérations. Et nous espérons pouvoir encourager ce type de discussion. Par exemple, j'ai parlé du cas des ministères de l'Agriculture et de l'Environnement. Eh bien, vous seriez étonné de voir que beaucoup de fois, c'est la première fois qu'ils vont participer à ce type de débat. Si nous regardons, par exemple, des enfants qui ont des problèmes de croissance, la plus grande partie de ces problèmes de croissance est due à un manque de protéines dans les premiers 1000 jours d'existence.
Et maintenant, il y a une conversation au niveau mondial dans laquelle on parle de la consommation de viande, des émissions de méthane et autres. Mais c'est un débat des pays du Nord, car en Afrique subsaharienne, par exemple, les enfants ont besoin de plus d'œufs, plus de viande et plus de lait. Et on peut voir que c'est une contrepartie ou un dilemme, mais il faut réduire les émissions de réduire ici pour avoir plus de viande là-bas et pour que tous ces enfants puissent se développer pleinement avec les aliments dont ils ont nécessaire à cette fin. Mais les méthodes traditionnelles de pâturage des prairies africaines, si c'est introduit, eh bien cela peut améliorer le carbone organique des sols et on peut ainsi encourager un modèle d'agriculture qui apporte des bénéfices à l'environnement et mais ceci doit être généralisé, car si l'on conçoit les vagues simplement comme les vagues qui sont dans des étables dans les pays de l'OCDE et qui s'alimentent de soja, ce qui contribue à la déforestation de grandes zones de terrain, eh bien entendu le problème est contextualisé d'une façon différente. Donc, il faut intégrer une dimension locale à l'examen local. Il y a eu une étude de cas sur les tomates, avec d'une part en Hollande, les Pays-Bas sont un grand producteur de tomates qui fonctionne qui croissent avec la lumière artificielle. Donc achetons les tomates de Hollande qui sont sous serre ou ceux d'Espagne qui sont soumis à la chaleur naturelle. Eh bien, ça dépend des priorités que l'on donne, car si l'on donne la priorité au stress hydrique, on ne doit pas acheter les tomates d'Espagne. Si on n'est plus préoccupé par les gaz à effet de serre et donc par l'utilisation de l'énergie, on ne devrait pas acheter les tomates hollandaises. C'est-à-dire que tout dépend comment on contextualise ceci. Mais il me semble qu'il faut que les personnes réfléchissent sur ce point et que ce ne soit pas un sujet qui appartienne uniquement au ministère de l'Agriculture. Il faut plus d'interdisciplinaire, de matière disciplinaire, il faut plus de recherche et tous les pays doivent, même par région, doivent examiner cette question depuis leur propre point de vue. Jennifer, oui, je suis d'accord, c'est une question très compliquée. Et une stratégie mentionnée par Martine est celle d'intégrer cette perspective locale et de voir quelles sont les ressources disponibles. Et cela nous permet de nous rendre compte qu'il n'y a pas de baguette magique pour tout ceci. Il faut appliquer une stratégie qui surgisse de la perspective locale des communautés en tenant compte des limites qui existent dans chacune des régions et ce qui peut être un manque quelque part peut être un excédent dans une autre région. Donc on peut peut-être équilibrer tout ceci si on compense une chose par une autre. Il me semble également intéressant la situation de l'élimination du CO2 qui est beaucoup plus diverse et différenciée que celle de la décarbonation, mais éviter les émissions est une priorité dans les pays qui sont les plus polluants. Mais il y a maintenant beaucoup d'éléments, la terre, la géologie, des opportunités avec de faibles consommations d'énergie, le développement de l'énergie photovoltaïque, c'est-à-dire que l'élimination du CO2 est très différente en fonction des ressources que l'on peut trouver dans une région ou une autre. Mais il y a toujours quelque chose à laquelle on peut se raccrocher et ce qui est important, c'est d'être conscient des caractéristiques régionales, mais il est vrai que c'est très difficile car les solutions ne vont pas être les mêmes dans tous les endroits. Merci beaucoup. Yuba, voulez-vous ajouter quelque chose? Au niveau mondial, les choses sont très claires. Il n'y a pas de désaccord sur ce qu'il faut faire au niveau mondial. Mais si l'on regarde à l'échelle régionale, on voit qu'il y a un potentiel d'application vraiment importante en Afrique qui, par ailleurs, étaye les aspirations de développement du continent, car la situation est très différente de celle du sud-est asiatique, par exemple. Le boisement, le reboisement, la dégradation des terres, tout ceci sont des questions auxquelles il faut faire face, bien entendu, mais il faut regarder à l'échelle régionale, c'est-à-dire voir ce que l'on peut faire aux différentes échelles régionales.
Eh bien, Yuba vient de dire un exemple très éloquent. Si nous plantons 10 millions d'arbres dans des pays en développement et que la population n'en profite pas, que va-t-il se passer avec les arbres? Eh bien, les gens vont vite les couper et faire de grands feux de camp. Et effectivement, eh oui. Donc, c'est précisément ce que critique la société civile de ces solutions fondées sur la nature, et avec raison, car ceci ne peut fonctionner que si l'on a l'appui de la population locale, et il faut que nous soyons un petit peu plus avisés, un peu plus futés, et que nous ne pensions pas simplement en termes d'arbres et de carbone, mais que nous comprenions également comment améliorer les revenus d'une communauté locale et sa résilience. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'alimenter des fruits de ces arbres? Les arbres vont-ils améliorer les stratégies de résistance au niveau local, et donc de pouvoir lutter contre le changement climatique? Et cela peut nous permettre d'avoir un programme complet. Il faut bien entendu éliminer du CO2 de l'atmosphère, mais il faut parler avec les personnes qui vivent dans les villages, dans les hameaux, et leur dire ceci est ce qui peut être positif pour vous, et cela peut vous aider, et donc il faut que vous protégiez ces arbres, car autrement ceci ne va pas fonctionner. Et je crois que ceci est primordial, et je pense que Yuba en a parlé et qu'il défend également, si je ne me trompe pas. J'aimerais rappeler à notre public qu'il peut envoyer ses questions. Nous en recevons déjà certaines et nous allons y répondre dans quelques moments. Mais avant, j'aimerais rebondir ou approfondir ce débat qui me paraît très intéressant. On a dit qu'il y a différents endroits où il peut y avoir un excédent de conditions dans lesquelles procéder à l'élimination du CO2. Yuba a dit depuis le début, a dit que l'endroit où l'on applique cette technologie est très important, qu'il faut être plus concret en la matière. Donc, chacun d'entre vous, et d'après vos différents points de vue, Jennifer, pas avec votre casquette de professeur, mais en tant qu'ingénieure-chercheuse, Martine depuis le point d'organisation du sommet, et Yuba qui a beaucoup de points de vue différents, mais avec l'expérience que vous avez recueillie sur le développement en Afrique. La question est, quels sont les 2 ou 3 éléments que vous pourriez donner pour qu'aujourd'hui, nous soyons exhortés à rompre avec cette mentalité de comportement séparés, et qui nous aide à nous poser ces questions dans une perspective plus large, car ce n'est pas facile de le faire. Donc, qu'est-ce qui pourrait être utile en la matière? Qui souhaite répondre? Je peux le faire si vous me le permettez. Je regardais le chat et je vois qu'il y a une question sur le biochar. Le biochar est un exemple très intéressant, très éloquent d'une méthode économique, simple et accessible qui peut améliorer le carbone organique du sol, les éléments biodigesteurs, par exemple des résidus alimentaires ou les pertes des récoltes peuvent être utilisés pour créer de l'énergie et pour allumer par exemple des lumières, ou même pour alimenter un groupe électrogène à gaz, et peuvent être également utilisés comme comme engrais. C'est-à-dire que c'est une source d'énergie renouvelable qui peut être très utile pour les populations locales, par exemple. L'irrigation, différentes formes d'irrigation peuvent être chères, et c'est l'un des exemples les plus marquants et fructueux. Par exemple, dans des cas certains cas de développement, il y a beaucoup de pays en développement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de techniques qui se sont avérées utiles et efficaces. Et si je puis, j'aimerais dire par ailleurs que ces techniques demandent beaucoup de main-d'œuvre, ou des systèmes d'agroforesterie n'est pas un modèle classique d'un grand champ avec des moissonneuses-batteuses, et les
paradigme que nous voulons appliquer n'est pas un seul qui soit mécanisé, ce qui n'est peut-être pas le plus adéquat, surtout dans des pays où il y a tant de personnes qui cherchent un emploi et qui cherchent des moyens d'existence. Donc il faut avoir recours à des techniques qui ont besoin de main-d'œuvre. Et par ailleurs, il faut voir comment que ces initiatives soient attirantes pour les jeunes, pour qu'ils se rendent compte qu'ils font quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, lorsque on fait la restauration des terres, et tout, quand ils utilisent l'énergie renouvelable et les connexions satellites pour se connecter au reste du monde, de façon à ce qu'ils ne se sentent pas laissés à la traîne. C'est-à-dire qu'il y a une alliance d'autres technologies avec des questions low-tech, artisanales, qui offrent d'intéressantes solutions qui peuvent être appliquées dans de nombreux pays où elles ont disparu, ou simplement cela se fait pour des intérêts commerciaux, pour vendre des pays agricoles à des gens qui n'en ont peut-être pas besoin. Comme l'a dit Martine, il est important de contextualiser le problème, car tous les jours sont prises des décisions et elles sont appliquées au niveau national, du niveau local au niveau national, alors que ce n'est pas le cas au niveau international. Et donc, cette conversation doit être maintenue au niveau national. Et c'est alors qu'elle peut être contextualisée. Le problème est que les personnes vont parler du climat dans de nombreux pays, par exemple, mais il s'agit de voir comment le développement est compatible avec différentes initiatives face au climat. C'est-à-dire que nous avons un récit ancien, dépassé, qui s'applique à un problème beaucoup plus complexe, et donc nous voulons l'aborder au niveau planétaire. Mais si on le contextualise au niveau national, alors on a la possibilité d'appliquer différentes techniques et approches qui existent à petite échelle. Il y a des solutions fondées sur la nature, par exemple, des changements dans le système agricole à petite échelle qui pourraient augmenter la production. Et au lieu de miser sur une augmentation de la production et en accaparant de plus en plus de terres, on peut miser sur une augmentation de la productivité, par exemple, si l'on a les systèmes adéquats d'irrigation. L'utilisation d'engrais en Afrique ne doit pas être évitée, pardon. On ne peut pas procéder à une activité agricole, à un écosystème ainsi, si on n'utilise pas d'engrais. Donc il faut changer les systèmes agricoles naturels en améliorant la productivité, et alors on entraîne un changement de la dynamique et on avance au nom de l'élimination du CO2. On utilise de moins en moins de terre, mais d'une façon beaucoup plus productive et par ailleurs avec une meilleure séquestration du carbone. Ce sont les avantages de contextualiser ce sujet à l'échelle locale. Jennifer ? Je voudrais faire deux commentaires, dont l'un rebondit partiellement sur ce qui vient d'être dit. Avec le captage direct de l'air, il existe différentes technologies. Il y a une entreprise suisse qui s'appelle Climeworks qui utilise une technologie d'absorption qui n'est pas très difficile et qui s'utilise déjà dans d'autres industries, mais il faut pour ceci de l'eau. Et on associe toujours l'élimination du CO2 avec l'utilisation d'eau. Mais dans ce cas, par exemple, cette technique produit de l'eau d'une façon nette. C'est-à-dire que cela pourrait engendrer un coût-bénéfice pour des régions dans lesquelles l'eau peut manquer. Par ailleurs, cette technologie peut fonctionner avec une très faible consommation d'énergie. Et s'il y a, par exemple, de la chaleur résiduelle qui découle d'un certain type de processus, par exemple de combinaison de chaleur et d'électricité ou de résidus de bioénergie,
On peut utiliser directement ces résidus pour faire fonctionner cette technologie. C'est-à-dire qu'il y a différentes approches d'élimination du CO2 et qui ne sont pas uniquement liées à l'agriculture et avec les arbres ou avec l'utilisation des terres et des sols, mais même l'élimination directe de l'air offre aussi des alternatives. Par ailleurs, la minéralisation est liée avec l'élimination du CO2. Si l'on parle de minéraux, il faut, et que l'on parle de ces techniques, il faut des batteries qui donc ont besoin de nickel ou de cobalt. Donc il faut regarder l'extraction minière et voir comment cette industrie peut faire des batteries plus efficaces pour que cette activité ne soit pas aussi nocive. Si l'on regarde les régions dans lesquelles il y a des activités minières, la séquestration de CO2 peut être associée par exemple à cette activité, que ce soit du CO2 capté directement de l'atmosphère ou qui provient d'autres sources. C'est-à-dire que l'on peut réduire deux types de résidus, ceux des mines et ceux de CO2, c'est-à-dire que l'on peut profiter de ces activités et en tirer profit, et on peut créer des emplois. Et donc, mieux comprendre comment fonctionne la minéralisation pour l'élimination du CO2 et la séquestration du carbone est une chose qu'il faut garder à l'esprit. Et c'est très intéressant, Jennifer. Et ceci me renvoie à une autre question, c'est-à-dire jusqu'à quel point peut-on affirmer que les solutions fondées sur la nature sont meilleures pour le développement que les solutions technologiques? Est-ce véritablement le cas ou pas? En termes généraux ou en fonction du projet, en fonction de l'endroit où il le fait, parce que l'on pense en général que les solutions fondées sur la nature sont le chemin à suivre, le chemin sur lequel il faut miser pour le développement, mais je ne sais pas quelle peut être votre opinion à cet égard. Je crois qu'une fois de plus, cela dépend du contexte. Jennifer nous a expliqué comment fonctionnent différents systèmes, par exemple, qui sont de grands émetteurs, comme l'exploitation minière ou le ciment. Et peut-être que la seule façon d'éliminer ces émissions est d'utiliser des réactions chimiques ou même en transformant ceci en matière première pour pouvoir utiliser des produits de carbone propres. Et également, la reminéralisation doit être étudiée plus attentivement. Ce qui est certain, c'est que dans les pays moins développés, les systèmes agricoles sont des systèmes en vigueur avec lesquels les gens travaillent déjà. Et très souvent, ils n'ont pas accès aux informations essentielles et de base sur des questions très simples, comme par exemple des prévisions météorologiques fiables. Donc, ce qui est intéressant sur les solutions fondées sur la nature ou fondées sur les systèmes alimentaires dans ces pays est qu'ils sont très viables, ils ne sont pas très chers et ils peuvent véritablement provoquer des changements importants d'une saison à l'autre et d'une récolte à l'autre. Y a-t-il d'autres observations sur ce sujet? Autrement, nous allons passer aux questions envoyées par le public. Nous avons déjà répondu à cette question liée au biochar, mais il y a une question intéressante de Michael Fils qui a été votée par d'autres membres du public et qui est liée au captage direct du carbone de l'air pour la récupération assistée du pétrole. Et comment donc cela peut être lié à des aspects comme les réserves? On pourrait doubler ou tripler les réserves de pétrole actuelles? Jennifer, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que vous alliez me le demander. Lorsque l'on récupère le pétrole de la terre, il y a une méthode qui est la récupération primaire, à savoir extraire le pétrole qui s'est formé pendant des millions d'années en utilisant la pression, car s'il n'y avait pas eu de pression, il n'y aurait pas eu de formation de pétrole. Lorsque l'on extrait du pétrole d'un puits, simplement ce que l'on fait, c'est que l'on réduit la pression pour que le pétrole puisse sortir.
Il y a une deuxième méthode qui se fait par l'inondation par de l'eau, qui fait que la pression augmente pour que le pétrole puisse sortir. Et la récupération assistée du pétrole avec du CO2 est une façon très critique qui se fait à des températures très élevées et qui peut être une troisième méthode de récupération du pétrole quand le reste des méthodes ne donnent plus de bons résultats. Et cela se fait dans des conditions très délicates, très critiques, où le CO2 est mélangé au pétrole à la surface et change des propriétés comme la viscosité et autres, et fait que le pétrole puisse sortir d'une façon plus facile. Lorsque l'on injecte, il y a un puits d'injection de CO2 et un puits d'extraction dans ces cas-là. Et quand le CO2 est injecté et quand cela arrive à la surface, le CO2 a été séparé du pétrole, un peu comme lorsque l'on ouvre une canette de soda. Et c'est ainsi que l'on peut utiliser le CO2 plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on le récupère pour pouvoir à nouveau l'utiliser. Pourquoi? Parce que le CO2 est cher. C'est-à-dire que le CO2 qui est utilisé pour la récupération assistée du pétrole n'est pas émis, il reste dans la terre. Mais bien entendu, il est utilisé pour extraire du pétrole qui va être brûlé et qui va produire d'autres émissions de carbone, du carbone qui est dans le pétrole, qui doit être raffiné, qui doit être transporté, tout ce qui produit des émissions. Alors que la plus grande partie des combustibles, on va la brûler et on va ainsi libérer des émissions. Donc la récupération assistée du pétrole est d'après moi, a une dimension mathématique et une dimension économique. Le prix du pétrole est très instable, même avec le captage direct de l'air. Par exemple, si l'on construit une installation de captage de carbone, qui est connecté à une centrale électrique ou d'autres types, eh bien, il faut de l'argent, ce n'est pas économique. Si le prix est de 50 dollars par tonne, eh bien, cela peut ne pas être rentable parce que cela pourrait être de 600 dollars par tonne. Donc, quoi qu'il en soit, on peut utiliser du CO2 d'origine anthropique plus cher de ce qu'utilisent les opérateurs. 85% de ce qui est utilisé dans la récupération assistée du pétrole est extraite de la terre. C'est-à-dire que c'est extrait à travers des activités minières de CO2 et c'est donc 85% de ce qui est utilisé dans la récupération assistée du pétrole. On n'utilise pas le carbone qui est éliminé de l'atmosphère. À l'heure actuelle, et malheureusement, il est relativement économique de se servir du CO2 extrait de la Terre au lieu d'utiliser du CO2 que l'on peut éliminer des émissions précédemment émises par les activités humaines. Pourquoi? Parce que le CO2 d'origine anthropique est trop cher, donc les projets de carbone restent relégués au deuxième plan. Et il me semble que c'est un risque de relier la récupération assistée du pétrole avec le CO2, car une fois que les prix de pétrole baisseront, on ne va pas mettre en marche ce ou ces projets. Et non pas parce que le captage de carbone ne fonctionne pas, mais parce que comme le prix du pétrole a beaucoup descendu, il serait trop cher d'utiliser de ce CO2 absorbé. Donc il y a une dimension mathématique, mais il y a aussi une dimension éthique. Et si nous voulons aller vers un futur plus durable, un avenir plus durable, nous savons qu'il faut utiliser des énergies sobres en carbone, c'est-à-dire d'améliorer des façons qui lient quelque chose que l'on essaye de mettre en route pour faire face aux émissions avec quelque chose qui va continuer à libérer des émissions, ne me semble pas très logique. Et par ailleurs, c'est assez épineux et difficile de le faire. Comme ingénieure chimique, je suis consciente
du fait qu'il faut avancer par le biais de solutions intermédiaires. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'utiliser du CO2 éliminé de l'atmosphère. On l'absorbe de l'atmosphère et après, que fait-on de ce carbone? Si on a des gigatonnes de CO2, il va falloir libérer dégager ces tonnes et se libérer de façon permanente. Mais ça ne peut pas être utilisé pour produire plus de carbone. Il me semble que ceci suppose un gros problème. Merci beaucoup, Jennifer. Ça a été très utile. Y a-t-il d'autres commentaires? Sinon, nous allons passer à d'autres questions. Il y a une question intéressante qui est liée, elle aussi, au biochar, mais depuis un autre angle de vue, depuis la perspective de l'élimination du CO2 qui peut favoriser les objectifs de développement durable en Afrique. Le biochar est-il une façon d'éliminer du CO2 qui peut jouer le rôle de motivation pour atteindre les objectifs de développement durable? Est-ce possible? Oui, cela peut être atteint avec toutes les approches que nous avons mentionnées. Toutes ces approches peuvent jouer un rôle donné, le biochar aussi, bien entendu. C'est une chose que l'on prône depuis une dizaine d'années, par exemple dans le cas de la Convention contre la désertification comme technique pour restaurer des terres dégradées, parce que ceci vient d'un examen qui a été fait aux échelles locales, mais tout doit être contextualisé et mis en perspective. Et le boisement, le reboisement et la restauration des terres dégradées, toutes ces approches ne sont pas nouvelles. Mais je le redis, toutes doivent être mises en perspective et contextualisées, donc. Et il faut voir comment on peut articuler ces approches dans des politiques nationales et locales. Merci. Y a-t-il un autre commentaire, une autre observation sur ce sujet? Alors, il y a une autre question qui est liée, elle aussi, au biochar. On dirait que c'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt. C'est une question qui est dirigée à Martine, qui nous est envoyée par Rona Larson et qui rejoint la réponse à la question précédente. Le biochar pourrait obtenir 50% de plus d'aliments par hectare. Et certains sols, si cette technique continue, pourraient voir augmenter leur productivité d'aliments de 300% d'ici à 500 ans. C'est-à-dire qu'il semble que le biochar est l'approche d'élimination du CO2 qui peut également faciliter la production d'aliments. C'est bien cela? Eh bien, il semble qu'il y a un club de fans du biochar. Oui, je suis d'accord. C'est une technologie formidable. Non seulement elle améliore le carbone organique dans le sol, mais par ailleurs, si l'on regarde les résidus agricoles et si on les laisse pourrir tout simplement sur le bord d'un champ, eh bien, cela va produire des émissions. Donc, on peut ainsi s'attaquer aux émissions, mais par ailleurs, le contenu en carbone du sol est le principal indicateur de la fertilité du sol, jusqu'à tel point, donc, le sol est fertile. Et donc, si l'on a trop de CO2 dans l'air, on n'en a pas assez dans le sol. Le biochar, donc, est une technologie formidable pour améliorer le contenu en carbone carbonique du sol, mais il y a d'autres technologies, comme par exemple un pâturage holistique, c'est-à-dire que les défécations des animaux, si elles sont faites de façon correcte et adéquate, peuvent s'avérer bénéfiques pour les émissions de carbone et également elles peuvent également améliorer la fertilité des sols dans une beaucoup plus grande mesure que ce que supposent les émissions de méthane. C'est-à-dire que si l'on considère cette activité de pâturage d'une façon holistique, il y a de grandes opportunités non seulement pour faire cette activité avec des émissions négatives de carbone, mais également pour améliorer la productivité agricole d'une façon générale. Mais
il est vrai que le biochar, donc la technologie de biochar, a fait ses preuves, qu'elle est simple, qu'elle est démontrée et qu'il n'y a rien qui ne puisse nous déplaire. Une partie des études que j'ai réalisées sur le biochar n'ont trouvé qu'un élément négatif, à savoir le cycle biologique qui est lié aux émissions tout au long de sa production, avec le biogaz par exemple. Comme je l'ai dit dans l'introduction, il faut donner la priorité aux ressources limitées. Les résidus de biomasse sont une ressource limitée car ils ont besoin de beaucoup de travail pour être recueillis et peut-être que nous laissons passer des opportunités et peut-être que même qu'il y a des résidus de biomasse qui continuent à être brûlés dans un endroit ou un autre. Et pour ceci, il me semble fondamental d'être conscient tout d'abord de ce qu'est la qualité des résidus de biomasse, car la densité de carbone dans chacune de ces matières premières va être très différente. Donc pour créer du biochar, qui est du charbon, et ce qui est fondamental, c'est de capturer le carbone. On ne veut pas qu'il se décompose rapidement, et donc si la densité du carbone est très élevée, par exemple avec de la biomasse de bois, il faut voir quelle est l'énergie qui est utilisée dans les processus de gazéification pour pouvoir utiliser ceci comme une matière première pour le sol. C'est-à-dire qu'il faut savoir d'où vient cette énergie, si cette énergie implique une forte consommation de carbone et autres. C'est-à-dire qu'il faut prêter attention au cycle de vie, au cycle biologique du biochar. Merci beaucoup et ceci souligne certainement un sujet que nous avons déjà abordé à plusieurs reprises, à savoir que non seulement il faut tenir compte de l'endroit où est appliquée cette technologie, mais aussi de tout le processus, c'est-à-dire ce qui est utilisé, quels sont les apports et quels sont les résultats. On ne peut pas simplement dire qu'une solution fondée sur la nature est bonne sans savoir exactement quel est le processus et comment il fonctionne. Merci beaucoup. Jennifer, j'aimerais changer un petit peu de sujet et nous axer maintenant sur les approches plus technologiques, car ils ont également des conséquences sur le développement, sur des questions de développement comme l'emploi et d'autres sujets. Donc c'est une question pour Jennifer, mais bien entendu les autres invités peuvent intervenir. Comment envisagez-vous les débats politiques qui sont liés au développement durable et aux objectifs de développement durable à l'heure de concevoir des initiatives de captage direct de carbone de l'air? Est-ce que ça fait partie de la façon de concevoir le projet ou pas? Et surtout pour ce qui est du captage direct de carbone de l'air, qui est une approche hautement technologique. Eh bien, mon point de vue est de politique des États-Unis. C'est ce que je peux apporter. Nous avons deux politiques concrètes sur le captage direct du carbone de l'air. L'une en Californie, qui a envisagé un objectif de neutralité carbone d'ici à 2045, et l'un de questions plus épineux qui est le secteur du transport. Donc, il y a une règle sur les combustibles à faible teneur en carbone qui encourage le commerce de carbone avec un prix entre 50 et 200 dollars par tonne de dioxyde de carbone. Cela peut venir de biocombustibles, de combustibles traditionnels, avec captage de carbone dans la raffinerie, mais il y a différence en termes d'intensité de carbone. Pour ce qui est du captage direct de l'air avec stockage permanent, on peut utiliser donc ceci pour compenser les émissions du transport, c'est-à-dire que l'État de Californie paye pour ce type de projet où qu'il soit réalisé. Et il y a un projet qui est mis en route dans le bassin permien, qui s'appelle Géo-ingénierie de carbone. C'est un projet pour construire une installation de captage direct de l'air. La construction est
Elle devrait être terminée en 2023 et dépend de ce financement de Californie qui est donc fondé sur ce que je viens de mentionner. Une autre mesure est une exonération fiscale octroyée par le gouvernement fédéral. S'il n'y avait pas ce type d'incitation, ce serait pratiquement impossible ou très difficile de voir comment on peut mettre en route un projet de captage direct de l'air. Cette mesure d'exonération fiscale qui s'appelle 45Q et a été pensée au carbone et sous l'administration Trump. Par exemple, le gaz naturel a des émissions par unité électrique qui est la moitié de celle du carbone. Et en tenant compte que le seuil pour obtenir cette exonération fiscale est très élevé, eh bien, ceci s'applique surtout au secteur du carbone. Et parce que par ailleurs, le prix est très bas, c'est 35 $ par tonne, par exemple, si c'est utilisé pour la récupération assistée du pétrole. Et dans d'autres secteurs, cela peut atteindre 50 $ par tonne. Donc c'est bas, c'est un prix qui est bas, mais c'est un point de départ. Et c'est une chose à laquelle peut opter le captage direct de l'air. Par ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont engagées, qui ont pris des promesses ou qui ont pris des engagements climatiques tout au long de l'année, et des centaines d'entreprises, les plus connues étant Amazon, Microsoft. Et par exemple, Microsoft s'est engagé non seulement à atteindre la neutralité carbone, mais également à s'occuper des émissions résiduelles. Et pour ceci, elle doit miser sur l'élimination du CO2 et actuellement, elle cherche des projets qu'elles sont prêtes à financer pour obtenir des crédits carbone. Et donc, elles sont également intéressées par le captage direct de l'air dès l'instant que ça va de pair avec le stockage du carbone. Et c'est quelque chose qui suscite de l'intérêt parmi toutes ces entreprises. Ce n'est pas une solution en tant que telle, mais simplement que ces entreprises aient un intérêt en la matière, mais ça peut être une motivation pour que ces technologies atteignent une vitesse de croisière à l'avenir. Merci beaucoup. C'est intéressant de voir l'engagement et l'intérêt du secteur privé qui peut être un moteur pour pouvoir euh, nettoyer la pollution qu'eux-mêmes ont créée dans le passé. L'un des défis, d'après nous, est que l'on dispose du cadre adéquat pour pouvoir quantifier, notifier et finalement vérifier que ce que l'on fait est véritablement important, efficace et que ce ne soit pas simplement des belles paroles. Donc, quoi qu'il en soit, c'est intéressant. Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose, Yuba, Martine? Ou sinon, nous passons à la question suivante. Nous parlons depuis un moment, depuis longtemps, de l'élimination du CO2 et d'approches fondées sur la nature ou technologiques. Nous pouvons nous dire que l'élimination du CO2 fait déjà partie de la réponse habituelle qui est envisagée pour le climat? Est-ce qu'elle fait partie intégrale de cette réponse et est-ce qu'elle devrait l'être? Et si elle n'est pas assez présente, que pouvons-nous faire pour qu'elle le soit? Je dirais que oui et non à la fois. Parce que l'élimination de CO2 en tant que telle ne fait pas partie de la discussion qui est maintenue au niveau mondial. Elle l'est en revanche entre certains spécialistes, mais si elle est associée avec d'autres aspects, par exemple les solutions fondées sur la nature dont tout le monde parle, comme si c'était une découverte pour beaucoup, alors que les méthodes plus technologiques, comme l'a expliqué Jennifer, ne font pas véritablement partie de la conversation qui est menée actuellement et jusqu'à présent. Il me semble qu'il serait important d'être très attentif à la façon de faire face aux questions climatiques et
à notre époque, à l'heure actuelle. Si nous voulons véritablement nous attaquer à ce problème, il faut nous éloigner de la façon traditionnelle par laquelle nous avons abordé ce thème. L'atténuation, par exemple, est fondamentale et personne ne voulait parler d'adaptation. Alors on a commencé à parler d'adaptation et d'adaptation alors que certains ne misaient que sur l'adaptation sans être conscients du fait qu'on ne peut pas s'adapter sans s'atténuer. Et actuellement, le débat est plus large car nous envisageons déjà des questions pour résoudre les questions climatiques et nous envisageons différentes approches, parmi lesquelles l'élimination du CO2. Et dans ce contexte, il serait important de bien regarder l'aspect institutionnel et de gouvernance, non seulement au niveau mondial, mais aussi, et comme il a été dit, au niveau national et régional, pour pouvoir avoir une approche ascendante qui part de la communauté, du local, au lieu d'avoir une approche descendante. Et comment donc arriver à ceci? Eh bien, en donnant de l'information fiable, en formant les personnes et en les impliquant dans la solution de ce problème. Martine, vous posiez la question de voir ce qu'il manquait. Eh bien, dans la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, on négocie encore l'article 6 qui porte sur les marchés de carbone. Et je n'ai pas besoin d'une boule de cristal pour prédire que c'est un débat très compliqué. Mais d'une certaine façon, peut-être, je ne sais pas, avec un cadre plus réduit, nous devons ou nous devrions encourager ou féliciter les agriculteurs qui appliquent les bonnes pratiques, qui font ce qui est correct. Et il faudrait peut-être les aider économiquement. Il y a des entreprises, des grandes entreprises qui, comme le disait Jennifer, sont prêtes à mettre la main au porte-monnaie pour faire face aux émissions résiduelles, mais il faut pour ceci travailler sur la technologie et garder à l'esprit que l'élimination du CO2 ne nous dispense pas de réduire radicalement les émissions. Par ailleurs, il y a une autre technologie qui est celle des capteurs à distance. Par exemple, le contenu du carbone dans le sol peut être vérifié de façon accessible. Avant, c'était très cher, mais ça ne l'est plus. Et en outre, nous avons aussi à notre disposition la technologie de la blockchain qui peut être utilisée pour des transactions financières, même pour des tout petits montants. Ça peut par exemple être utilisé par une fermière locale et ainsi il n'y aura pas de perte d'efficacité en termes de bureaucratie et donc ça peut être très utile. Et donc si on additionne tous ces éléments, eh bien nous allons certainement avancer et il y a peut-être un groupe de pays qui va s'associer avec un groupe d'entreprises pour que ceci puisse se faire ou qu'il y ait un nouvel élan dans le processus de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui d'ailleurs va se faire à partir de janvier pour des raisons évidentes, eh bien ceci aussi peut donner un élan pour faire des progrès. Quoi qu'il en soit, les négociations d'un marché mondial sur le prix du carbone peut être positive si véritablement on aide les agriculteurs et pas simplement pour compenser des technologies nocives qui peuvent finir par surexploiter des pays en développement. En fin de compte, il s'agit de voir comment on va gouverner et de voir si ça va être fait de façon adéquate. Et il faut donner protagonisme à les agriculteurs comme agents environnement et de fournisseurs d'écosystèmes. Et bien, on peut ainsi créer un produit basique qui est commercialisé à l'échelle internationale et qui est au bénéfice de toutes les personnes. J'aimerais insister sur quelques éléments dont vous avez parlé et demander aux autres invités d'intervenir également. Comment apparaissent ces questions dans le processus de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique? Martine a dit qu'une partie est débattue dans ce cadre et d'autres parties peuvent par exemple être traitées dans des forums plus petits auxquels participent des agriculteurs mais qui ne fassent pas partie d'une
de délibération aussi grande du traité. Je ne sais pas si vous avez des idées sur ce point, par exemple sur la COP26 ou à l'avenir, dans le futur de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il y a une série de méthodologies qui ont surgi du mécanisme de développement propre, mais ce régime arrive maintenant à sa fin et donc il nous faut des méthodologies. Pourquoi? Parce qu'une partie de ce que nous devons faire doit générer de l'argent avant de produire des résultats. C'est-à-dire qu'il faut une méthodologie qui, en fonction de différentes circonstances, fasse qu'un agriculteur puisse avoir recours à une méthodologie concrète et recevoir une partie des paiements. Car nous savons que dans cette région, ce type de technologie, si elle est appliquée, va pouvoir séquestrer telle quantité de carbone. C'est-à-dire qu'il faut un investissement initial dans l'exploitation agricole pour changer les choses. Et par exemple, si on dit aux personnes, écoutez, si vous le faites de façon adéquate, dans 4 ou 5 ans, vous allez recevoir des subventions. D'un côté, il faut donc un système où il y ait un financement initial, mais par ailleurs, il faut qu'il y ait aussi un flux permanent de financement pour veiller à ce que les agriculteurs continuent à appliquer cette méthodologie. Il y en a d'autres aussi qui ont été développés par le mécanisme de développement propre et dans le processus de la convention cadre, on pourrait générer ce type de méthodologie. L'idéal serait de créer ce marché mondial dans lequel différentes entités pourraient participer pour prêter des services, peut-être d'une façon solidaire, en représentant par exemple 5000 exploitations agricoles pour atteindre l'échelle dont nous avons besoin. Y a-t-il une autre observation? Autrement, comme nous arrivons à la fin de notre activité, je vais poser une dernière question à Yuba. Donc, avant de conclure. Nous avons longuement parlé de la relation qui existe entre différentes approches, méthodes d'élimination du CO2 et les ODD. Comment peut-on encourager, faciliter et peut-être même exiger une recherche plus large et plus diverse en termes géographiques et multidisciplinaires afin de veiller à ce que l'élimination du CO2 n'amenuise pas la réalisation des ODD. Eh bien, le point positif, c'est qu'en Afrique, il y a de plus en plus d'implications en termes de développement social et de climat, par exemple grâce à des subventions. Pour ma part, j'ai participé à un réseau de 5 universités et il y a des instituts de recherche en Afrique qui justement participent à un programme de développement énergétique, santé et agriculture et qui étudie cet aspect avec un point de vue plus original. Si ceci était reproduit dans d'autres régions, on pourrait créer des données qui permettraient d'éclairer différentes politiques et mesures dans ces endroits. Il est certain qu'il y a des questions technologiques qui sont très claires, mais il faut étudier ces questions d'un point de vue national et régional afin qu'elles servent de base pour concevoir des politiques à ce niveau et pour pouvoir impliquer également les chercheurs, les universités, et qui continue à explorer et examiner ces questions. Et comme l'a dit Martine, il faut trouver comment impliquer les agriculteurs pour qu'ils fassent partie intégrante de ce processus dans son ensemble. Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose sur la recherche en la matière? Il y a 40 auteurs d'Amérique du Nord et d'Europe qui travaillent depuis 2 ans. Enfin, nous travaillons depuis 2 ans sur un livre qui est un document de référence sur l'élimination du CO2 et nous espérons pouvoir prochainement le publier en ligne. Je vous tiendrai au courant.
mais il y a une série de cadres communs et de terminologies communes qui est utilisée dans cet espace qui regroupe par ailleurs différentes trajectoires, connaissances et approches liées à l'élimination du CO2. Et il y a un capitule, par exemple, sur l'évaluation des cycles de vie biologique de différentes approches pour que véritablement nous sachions quel est l'impact net réel que peuvent avoir des décisions qui sont prises dans différents pays en fonction des conditions qu'il y a dans ces endroits. Donc je crois que ça va être un document intéressant. Oh oui, ça va certainement être intéressant. Donc maintenant, je vais simplement vous demander que vous utilisiez 30 secondes pour faire un commentaire final sur ce sujet avant de conclure notre conversation dans l'ordre que vous voulez. Qui souhaite commencer? Je crois que cette conversation devrait avoir lieu au niveau national et régional, mais malheureusement, ce type d'information et de conversation continue à être maintenu au niveau international. Le livre dont nous parlait Jennifer va être bien entendu très important, mais il faudrait qu'il sera traduit dans d'autres langues des Nations Unies pour avoir une portée plus large et pour avoir un public plus large. Il me semble que nous avons toute une légion de personnes qui travaillent la terre et qui ont besoin urgemment de notre soutien. Et c'est pour ça que nous devons concevoir et voir ces petits agriculteurs comme des vecteurs de changement et nous devons voir ce que nous pouvons obtenir au bénéfice du climat si nous leur donnons les outils adéquats pour ceci. Moi, je veux simplement insister sur le besoin d'un grand nombre d'outils pédagogiques, car l'éducation va être fondamentale non seulement pour un grand groupe de parties prenantes, mais également pour des penseurs, des scientifiques, des biologiques, des décideurs politiques, c'est-à-dire que nous ne devons pas simplement penser en termes d'infrastructures, mais aussi en termes de capital humain pour obtenir l'envergure de gigatonnes. Merci beaucoup, Jennifer, Martine et Yuba, pour votre participation. Merci aussi à tout notre public, celui qui nous a vus aujourd'hui, ceux qui nous suivent sur Facebook et ceux qui verront cette activité après cette vidéo, donc plus tard. J'espère que nous avons pu faire une petite contribution utile à tous ces sujets, à tous ces débats qui doivent être maintenus au niveau mondial, régional et national. Merci beaucoup. L'activité est terminée. Au revoir. Merci. Ça a été tout un plaisir. Merci.